Notre prochain chef, originaire de New York, est installé ici à Québec depuis près de 15 ans. Il a travaillé dans les meilleures tables ici à Québec et aussi il est retourné chez lui, New York. Bonjour chef, ça va? Oui, ça va très bien, bonjour. Excellent. Vous êtes resté justement, c'est vraiment le fun. J'étais pas certain, dimanche, fin de soirée, grosse tempête. Moyenne tempête, on va dire, que tout le monde est encore présent. Donc, je vais commencer par me présenter, si ça marche bien aussi. Comme, tu peux faire le tour de qu'est-ce qu'on fait chez Alentour, parce que c'est certain qu'écrit sur papier, l'exceptionnel avec l'usuel, c'est quand même très vague. Encore une fois, merci d'être venu pour les conférences très vagues de la journée. Nous, ce qu'on fait au restaurant, c'est qu'on vise d'avoir un concept cohérent avec nos responsabilités. Plein de détails qui arrivent pendant, après, le repas et même avant. L'avant, c'est l'approvisionnement. On s'approvisionne de 150 km de la ville de Québec pour tout produit excluant le sel, la levure et le lait. En termes d'approvisionnement énergétique, je suis vraiment très content qu'on a ça avec nous aujourd'hui. On cuisine pas au gaz, on cuisine 100% à l'électricité, ici au Food Camp et au restaurant Alentour aussi. Pendant, c'est vraiment comment on gère notre entreprise en lien avec le développement durable, avec où est-ce qu'on est rendu dans le marché de travail, l'existence de la vie en 2024, un petit détail c'était le fait qu'on était resté ensemble pour boire aussi. Donc quand on vient manger, il n'y a pas de cotisation à calculer à la fin du repas. On fait juste manger, avoir du plaisir, puis à la fin, on règle notre facture et on s'en va. Puis à la fin, c'est gestion de matières résiduelles. Nous, on engage un compagnie privée pour gérer l'entièreté de nos matières organiques résiduelles en compost. Ça se transporte par un transporteur dans un site de compost à Lévis. Donc, on essaie de vraiment boucler le tout, les choses que vous vivez au restaurant et les choses aussi que vous ne percevez pas nécessairement. La titre vague, c'est l'exceptionnel avec l'usuel. Ce que j'ai vu, je ne viens pas d'ici, donc j'ai quand même un mindset, excuse-moi pour l'anglicisme, qui est différente au niveau des produits dans les restaurants. On voit beaucoup dans la ville de Québec, surtout, c'est visé sur ce qu'on appelle, entre guillemets, les produits de luxe, que ce soit l'homard, du foie gras, du caviar, des huîtres. Je le vois de l'extérieur comme quelque chose qui est très culturel, mais pas nécessairement qui a un lien trop rationnel, dans le sens quand on parle de qu'est-ce que c'est un produit de luxe et non, des fois les gens vont mettre un peu plus de valeur sur la viande que, exemple, les champignons. Quand nous, dans un menu au restaurant, on a du porc qui, nous, on achète à 8 $ le kilo, puis on a des champignons qu'on achète pas loin de 40 $ le kilo. Donc pour nous, les champignons, c'est vraiment plus un produit de luxe avec notre budget. Et on veut quand même réétablir un petit peu qu'est-ce que c'est un produit luxe parce qu'on veut que les gens apprécient les choses qui sont réellement de 150 km de la ville de Québec. Incluant ces pois jaunes qui viennent de la ferme Prairie-Rayon qui est à Saint-Jean-Port-Joli. On va dire qu'ils sont proches de la limite, peut-être de 130, 140 km de la ville. On est très content que Daniel fait le travail qu'il fait. Et puis il y a le jeu qui, je pense, depuis plus que 30 ans. Daniel a compris très, très, très longtemps comment il voulait gérer l'éco-responsabilité de son entreprise. Il pousse des pois jaunes et des tournesols. Comme vous avez dit, c'est quand même le fun. On essaie de choisir quand on vise les produits, c'est les produits qui sont accessibles pour les gens. Donc, autant qu'en prix, pois jaunes, il n'y a pas beaucoup de produits moins dispendieux que les pois jaunes. Ces pois jaunes sont disponibles à l'épicerie. Si vous voulez en chercher dans les IGA, dans les métros, et également sur le tournesols. Je pense qu'on va commencer la cuisson de notre recette pour la journée. Ça s'appelle une panisse. D'habitude, c'est fait avec une farine de pois chiches. J'ai dû faire mes recherches. Si j'ai des questions là-dessus, c'est quoi la différence entre un pois chiche et un pois jaune? En fait, c'est juste pas le même produit. Ça se cuisine exactement de la même façon. Côté culinaire, c'est pas dans la même famille des plantes. Des haricots et des pois, c'est deux choses différentes. On appelle ça les pois chiches, mais on devrait pratiquement les appeler les haricots jaunes. Et les pois jaunes sont plus dans la famille des pois. On sait quand même, une autre raison pourquoi je les choisis, c'est que probablement tout le monde a déjà goûté à les pois jaunes. Peut-être une fois par année, c'est dans l'année vers la cabane à sucre, mais ça se transforme pas nécessairement juste de cette façon. Qu'est-ce que c'est un panisse de pois jaunes? C'est comme une polenta, en fond. Un petit peu comme une polenta semi-instantanée. Disons, la cuisson, ça va prendre environ une 10-15 de minutes, mais c'est quelque chose qu'on va le faire un petit peu plus assaisonné, mais vraiment, si vous voulez aller de l'eau, du sel et la farine de pois jaunes, ça fait quelque chose qui est très, très le fun à manger. Au resto, la façon qu'on le fait souvent, c'est une cuisson
Après, on le refroidit, ça fait une espèce de un petit peu un polenta collé qu'on est capable de couper et retravailler, que ce soit poêlé ou frit ou quelque chose comme ça. Pas nécessairement une polenta qu'on mangerait plutôt souple avec du fromage, avec du liquide. J'ai jamais essayé, mais j'ai pas un grand envie d'essayer non plus. Ce que j'ai fait avant la conférence, j'ai fait un petit cuisson de l'ail, des oignons puis un petit peu d'herbe. J'ai fait la recette pour le boucher que vous allez manger dans pas long, mais celle-là, c'est vraiment en toute transparence comme on fait au restaurant. Celle-là, c'est une recette de Ricardo. On fait beaucoup de développement de recettes au resto. Quand même, on part des fois avec des matières qui sont introuvables, on va dire, sur l'Internet ou dans le parcours culinaire. On a fait de quoi il y a quelques semaines. C'était une crème glacée qui était entièrement sucrée avec un sirop de bouillon d'épis de maïs. C'est nos épis de maïs qu'on a fait bouillir, puis après on a fait réduire jusqu'à ce que ça donnait une sirop, même température que le sirop d'érable, environ 220 degrés Fahrenheit. Et on utilisait ça pour faire notre crème glacée. Donc, c'est de recherche et développement. On part avec quelque chose où est-ce qu'il faut juste que tu prennes un papier puis tu notes un peu les recettes des crèmes glacées normales. Sont pas, après ça, beaucoup de calculs. Le Brix du sirop, pas comprendre que ça va faire la bonne résultat. J'aurais aimé ça qu'il y avait une recette Ricardo, au moins pas commencer. Avant de faire tout le travail nous-mêmes. Donc, souvent, on va commencer quand même avec la recherche en ligne, assez simplement. Des fois, les chefs. On les veut publiquement un petit peu comme les gardiens de secrets, que c'est nous qui avons tous les secrets, puis vraiment pas. C'est souvent, on est dans Google, puis on cherche comment marchent certaines choses pour avancer après, avec l'expérience, avec nos techniques qu'on pratique, on est capable plus les peaufiner, mais j'ai parti avec ça. Donc, c'est 1 litre d'eau et 270 grammes de farine de pois jaune. Dans le fond, la procédure qu'on va faire, on va le porter à ébullition, tout ensemble, en purée. On va saupoudrer la farine de pois jaune quand tout est chaud. On va cuire 15 minutes, puis après on va couler en plaques. C'est très important avec les légumineuses, c'est pas quelque chose que les gens travaillent souvent à la maison, que ce soit souvent en préparation séchée. Souvent c'est des cannes d'haricots qu'on ouvre et on mange. Et il y a 2 raisons pourquoi ça existe aussi fortement dans notre vie, les cannes d'haricots et des bennes déjà préfaites. Premièrement, je dirais que c'est 10 fois plus difficile de bien cuire un haricot que bien cuire un steak. Disons, un steak, c'est la température. Il faut quand même les checker souvent pour avoir une bonne cuisson. On porte à l'ébullition quand on les cuit. Il ne faut jamais goûter les pois qui sont crus ou qui ne sont pas assez cuits. Ils ont des phytotoxines. Je fais juste prendre le mot en anglais et le dire avec mon semi-accent québécois. Des phytotoxines qui fait qu'on peut quand même se faire très mal à l'estomac si les pois ne sont pas cuits au complet. Donc, même quand le panisse va être en train de cuire, on ne le goûtera pas jusqu'à il est cuit parce que ça finirait mal. Et pour l'assaisonnement, ça vient du marinade de piment forte. Nous, on est vraiment exigeants au restaurant sur les matières secondaires. On ne dit pas les matières résiduelles parce que c'est encore comestible, les bons à cuisiner avec. Marinade de piment fort, c'est quelque chose qui est très difficile à réutiliser. Qui goûte quelque chose, qui goûte acide, c'est du vinaigre de cidre biologique, du miel biologique et le goût de piment biologique des jardins de Furnace aussi. Et il y a d'autres choses qu'on fait. Des fois, c'est bon. Merci. Très bon. Des aliments qui sont très amers. Donc, en les réduisant, ça fait une réduction en caramel. Et, merci. Donc, je pense qu'on peut commencer en même temps de faire notre préparation. Ça va être que pendant 15 minutes, donc j'imagine qu'on va jaser. Tu utilises le Thermomix? Je vais utiliser le Thermomix. J'ai jamais utilisé cette modèle-là encore, donc ça va être une bonne preuve qu'ils sont très faciles à utiliser si ça marche très bien. Et ça. Donc, comme je dis, ça va être un litre d'eau avec, moi je vais un petit peu à l'œil avec mes oignons puis mon ail qui est déjà cuit, et 10 grammes de sel. Souvent au restaurant, c'est quelque chose qu'on en parle un petit peu moins souvent que. Merci. Avec les assaisonnements, souvent on voit les gens qui assaisonnent beaucoup à l'œil, au goût et tout ça, mais souvent avec les préparations, souvent au resto, quand c'est en plus grande quantité, commencer à suer un peu. Mais ça va être correct comme ça. Il va cuire pendant environ 10 minutes, puis on va débarrasser un plaque pour refroidir. Les grumeaux, une fois refroidis, tout va s'humidifier. Question du néophyte encore en moi. Là, on n'a pas de pommes de terre, donc j'imagine qu'on n'a pas un amidon à l'intérieur, ce qui fait qu'on pourrait peut-être, quelqu'un qui voudrait une texture vraiment plus lisse pourrait le repasser au robot ou au pied mélangeur.
Est-ce qu'on dénaturerait un peu le produit? J'ai jamais essayé. Des fois, je me fais demander souvent pourquoi vous n'êtes pas resté à New York. La scène de la restauration est tellement intéressante et progressive et les gens sont prêts très souvent d'aller manger à des bonnes tables. Mais c'est le côté agriculture qu'à 150 km de la ville de Québec, c'est du résidentiel et du béton encore. Donc, la proximité avec les aliments, c'est quand même manquante. Je trouvais pas moi quand j'ai arrivé à Québec, puis quand je commençais à découvrir un petit peu la domaine, souvent on commence par les légumes. On voit beaucoup de publicité au niveau des légumes bio, les paniers bio. Les produits locaux, c'est beaucoup plus que juste les légumes et la viande. C'est tout ce qui est farine, des huiles, des fromages et tout ça. Et j'ai réalisé assez rapidement que je pouvais aller cueillir mes propres légumes. Et j'étais comme, là, c'est trop cool quand même. À New York, je peux pas faire ça, mais je peux aller quand même chez les producteurs qui est à 15 ou 20 minutes d'où est-ce que j'habite et cueillir des légumes fraîches et après les cuisiner. C'est pas un rêve pour un cuisinier. Je trouve que la ville de Québec a quand même une taille super intéressante en termes de population, proximité de la campagne et les terres agricoles. Où est-ce qu'on peut avoir les services de la ville, mais avoir tout ça, je suis vraiment bien servi à ce côté-là. Donc, je vois quand même qu'on a une accessibilité à la nourriture on le prend un petit peu par acquis, puis en même temps, c'est pas nécessairement tant connu à quel point que c'est existant. Comme dans nos deux régions, Capitaine-National et Chaudière-Appalaches, on a 6000 entreprises agricoles. Donc, on n'a pas 6000 restaurants. Si tu tournes en Québec, Québec a plus de restaurants par habitant que New York. On ne cachera pas qu'on a un petit peu trop de restaurants des fois. Il y a trop de monde à New York. C'est vraiment les deux bonnes façons de le voir. C'est certain qu'il y a vraiment beaucoup de monde à New York. On parle de la population du Québec dans une seule ville. Donc, c'est un peu intense ce côté-là. Et ça revient aussi un peu à tout à l'heure, ce qui était mentionné au niveau de qui peut ouvrir un restaurant. Ouais. Ici, c'était dans facile, Oui. tandis que dans d'autres pays, c'est des contrôlé. quotas. Ouais, c'est là tout de suite. Mais cette fois-ci, on va juste mettre un peu d'huile. Peut-être 2 cafés parce que c'est un peu chaud. Et c'est tout. Donc, C'est fini, hein? c'est fini. Donc, si vous cherchez des petits repas faciles à la maison, vous êtes capable de jaser, prendre du vin québécois en même temps pendant que ça cuit, vous brassez. Merci, chef. Bravo.